Salut, moi c'est Chouette Livre et bienvenue dans le troisième épisode de mon podcast. En ce moment, le soleil bat son plein et je me rends compte que l'année avance à une vitesse folle. On est actuellement début juillet à l'heure où j'enregistre et j'avais envie de faire un petit bilan de mes lectures de ces 6 premiers mois de l'année 2025 en faisant un petit top 6. Alors je ne les ai pas classés dans un ordre de préférence en particulier, mais j'ai malgré tout gardé le meilleur pour la fin. Commençons donc par Le silence est à nous, écrit par Colline Pierret, publié aux éditions Flammarion Jeunesse en mars 2025, qui m'a profondément touchée. On y suit Léo qui assiste à une agression sexuelle entre les murs de son lycée, mais elle est tétanisée en voyant cela et sur le coup, elle n'ose rien faire. Elle finit par contacter Mariam, la victime, et lui apporte tout son soutien. Quand Mariam se sent enfin prête à en parler, à dénoncer son agresseur, le proviseur, lui, minimise les événements et, au contraire, c'est les jeunes filles que l'on punit en leur imposant une tenue correcte. Petit à petit, un vrai mouvement se forme. Si on ne veut pas les écouter, qu'à cela ne tienne, elles se tairont. Le récit est écrit en vers libre et d'ailleurs, j'ai adoré le travail sur la mise en page du texte. C'est juste incroyable que le fond et la forme se répondent aussi bien, je trouve. Et c'est donc bien évidemment très poétique. Et les mots de l'autrice sonnent tellement justes et le tout est si puissant. Je vous jure, face à toutes les injustices qui s'y passaient, perso, moi je bouillonnais comme si j'étais l'une des jeunes filles de l'histoire. Et bien sûr, c'est une histoire qui résonne particulièrement avec ce qui se passe dans la réalité. Et je trouve vraiment super qu'on parle de tels sujets en littérature jeunesse. J'ai aussi adoré Nous de Christelle Dabos, publié aux éditions Gallimard Jeunesse en novembre 2024. Il s'agit d'une dystopie, mais au contraire, ça n'empêche pas de pointer du doigt des choses qui ne vont pas dans la réalité. On y suit plusieurs points de vue, principalement celui de Goliath et Claire. D'ailleurs, je suis trop contente de tomber sur une héroïne qui a le même prénom que moi. Je le croise pas très souvent dans les livres, donc voilà, j'étais contente. Bref, on suit ces deux étudiants dans un monde où l'individualisme n'existe pas. C'est un peu compliqué d'expliquer ça en quelques mots, mais chacun a un instinct qui sert le nous. Par exemple, il y a les réparateurs, réparatrices. Même si la personne en soi n'a pas envie de revisser un boulon, ça sera plus fort qu'elle. Son instinct sentira qu'il y a un problème avant même que la personne le voie de ses propres yeux et la poussera à sortir en 2-2 sa clé de 13 pour resserrer le boulon. Et le nous s'équilibre ainsi par les actions de chacun, quel que soit leur instinct. Mais revenons à nos personnages principaux. D'un côté, on a Goliath, qui lui est un protecteur. Il ne peut pas s'empêcher de sauver la vie des gens. Et chose importante que je n'ai pas précisée jusqu'ici, c'est que si avant vos 18 ans, vous avez sauvé 10 vies, vous devenez un vertueux, un saint. Et Goliath a une vie de le devenir et il est prêt à tout pour sauver cette 10e vie, pour devenir un vertueux. D'un autre côté, on a Claire, une confidente, c'est-à-dire que si on se met à lui parler, elle vous écoutera éperdument sans pouvoir s'en échapper, et c'est pour ça que les confidents portent des casques. Et Claire, elle entend parler de mystérieuses disparitions et de fil en aiguille, cette quête devient la leur. Ça, c'est le plot de départ et l'histoire qui suit est juste incroyable. J'avais adoré l'écriture et la façon de raconter de Christelle Dabos dans la fantasy La Passe Miroir, et j'étais très intriguée de la découvrir dans un autre registre. Et j'ai été bluffée. En plus, là, c'est un one-shot et il est abouti, l'histoire est incroyable, l'écriture est géniale, bref, que voulez-vous de plus, perso, j'ai tout simplement adoré. Un peu de douceur et passons au 4e et dernier tome des Mémoires de la forêt, écrit par Michael Brun-Arnaud, publié à l'École des loisirs en octobre 2024. Les Mémoires de la forêt, si vous ne connaissez pas, nous emmènent dans une forêt où les animaux sont dotés de paroles. Et on y suit principalement la famille Renard, libraire depuis 3 générations à Belle-Écorce. C'est en premier lieu destiné pour les 9-12 ans, mais ça n'empêche pas les plus grands d'adorer ces aventures.
L'auteur, malgré le monde tout doux et tout sucré dans lequel il emmène ses lecteurs, arrive à traiter des sujets que je dirais délicats pour la tranche d'âge, mais il réussit avec brio à parler du deuil, de la confiance en soi, de maladies comme celle d'Alzheimer, et à savoir que l'auteur, avant de devenir libraire, travaillait justement auprès de personnes atteintes de cette maladie et de maladies neuroévolutives, et je trouve que ça se ressent vraiment quand on le lit. Il utilise vraiment les bons mots en toute situation. C'est vraiment agréable à lire. Vraiment, peu importe votre âge, les différentes saisons que l'on traverse en compagnie de ces animaux sont merveilleuses, touchantes, et on referme cette saga avec un petit pincement au cœur. D'ailleurs, j'ai trouvé la fin vraiment réussie et elle m'a beaucoup émue. Attendez, je n'ai pas encore mentionné Clémentine Beauvais de tout l'épisode. On va rectifier ça tout de suite en parlant des Petites Reines. De ce top 6, c'est le seul qui ne soit pas sorti il y a moins d'1 an. Il a été publié chez Sarbacane en 2015 et pourtant ça a été une vraie bouffée de fraîcheur et de rire. Perso, je l'ai lu dans l'édition de poche de chez Paul Fiction. Vous savez, avec le dos jaune fluo, là, perso, je trouve l'ensemble très criard, mais vraiment, ce n'est pas le plus important parce que l'histoire vaut vraiment le détour. Chaque année, dans un lycée de Bourg-en-Bresse, sont élus les boudins. Après 2 années consécutives, Mireille se fait voler sa place de boudin d'or et n'est que boudin de bronze. Mireille, elle, ça lui passe bien au-dessus. Mais Astrid et Akima, qui viennent d'apparaître sur ce podium, ça les touche. Petit à petit, les bougnettes se mettent une idée dans la tête. Rallier Paris à vélo depuis Bourg-en-Bresse pour aller get-crasher la garden party du 14 juillet à l'Élysée. Et sur le chemin, elles vendront du boudin pour financer le voyage. Car après tout, qui mieux que des boudinettes peut vendre du boudin? Déjà, le plot de début est juste loufoque. Et surtout, derrière tout cet humour, l'autrice dénonce entre autres le harcèlement. Perso, j'ai adoré cette histoire qui, en plus d'être drôle à souhait, est particulièrement touchante. D'ailleurs, je l'ai fini pile le jour où le livre fêtait les 10 ans de sa parution et je pense vraiment qu'il sera encore lu dans longtemps. Les 2 derniers livres dont je vais vous parler ont 2 points communs. Ils viennent de la même maison et la même collection, et j'ai pu les découvrir grâce à mon book club. J'ai lu Les Effacés de Marine Carteron tout récemment. Ça a été publié aux éditions du Rouergue en mai 2025, donc c'est très récent. Et vous connaissez peut-être l'autrice pour avoir écrit la saga Palace. Perso, le tome 1 attend encore dans ma palle. On suit Joséphine enfermée au musée d'Orsay à cause d'une mauvaise blague et Virginie enfermée dans un tableau. Mais ce n'est pas seulement leur histoire que l'on met en avant, c'est aussi l'histoire de toutes celles qu'on a couvertes d'une épaisse couche de peinture pour qu'on ne se souvienne pas d'elles, parce que ce sont des femmes. Ce récit fait moins de 150 pages et pourtant, j'ai trouvé qu'on prenait bien le temps de retracer toutes ces histoires. Perso, j'ai appris plein de trucs sur ces femmes et ce peintre qui a quand même souvent effacé les femmes de ses toiles après coup. L'autrice avait l'anecdote de Virginie cachée derrière la peinture dans un coin de sa tête depuis des années et le roman a commencé à émerger vraiment lors d'un cours d'écriture en vers libre dirigé par Clémentine Beauvais, quand je vous dis qu'elle est partout. En plus, j'ai lu Les Effacés juste après avoir lu Le Silence est à nous, aussi en vers libre, et je crois que ça a renforcé mon expérience de lecture. J'ai vraiment adoré cette balade nocturne dans les salles du musée d'Orsay. Et on en arrive à mon coup de cœur intersidéral de ce top, et je pèse mes mots. Il s'agit de Courir le vaste monde d'Alex Cousseau, sorti en mars 2025 aux éditions du Rouergue. Et je dois avouer que sans mon club de lecture et le libraire qui l'anime, je n'aurais probablement pas découvert ce récit incroyable. Dans Courir le vaste monde, on suit Lison mais pas que. On suit aussi Elias, son frère. Lison est une fille et son destin est déjà tout tracé. Son père lui disait depuis son plus jeune âge « Tu seras couturière à Brest ». Tandis qu'Elias, lui, on lui laisse le loisir de choisir. Lui, ce qu'il voudrait, c'est prendre le large, voyager à travers le monde, travailler sur un bateau. Mais très vite, son rêve devient aussi secrètement celui de sa sœur, qui le jour où il part sur un navire, décide de s'y glisser clandestinement, enfin, c'est ce qu'elle croit, et s'ensuit un récit d'aventure et de rencontres en mer.
Alors on dirait un pavé quand on le voit, mais le papier est plutôt épais, les pages sont plutôt aérées et surtout c'est un petit chapitre, comme des bribes. Et perso, ça m'a tellement plu parce que déjà j'adore quand il y a des petits chapitres, mais aussi parce que ça donnait vraiment un super rythme à la lecture. Ce qui m'a aussi énormément plu, c'est le fait qu'on ancre le récit dans la vraie histoire ou des découvertes d'îles. Et entre les mots de l'auteur, la poésie de cette aventure, le caractère et la détermination de Lison, je ne sais vraiment pas ce que j'ai le plus aimé, mais en tout cas, je sais que l'ensemble est pour moi un coup de cœur. Même ma chienne l'a dévoré, littéralement, c'est vous dire. J'étais persuadée qu'elle dormait profondément et je suis partie, mais genre 1 minute, pas plus, en laissant le bouquin sur le canapé où elle dormait. Et en fait, elle dormait pas si profondément que ça. Elle a bien fait ses dents dessus. J'étais tellement navrée de rendre le livre comme ça au book club. Je leur ai même proposé d'en racheter un, mais eux, ils ont trouvé ça plus drôle qu'autre chose. Et tant que l'intérieur est lisible, ils s'en fichent un peu. Mais bon, je fais giga gaffe maintenant avec cette petite manie. Voilà, c'est tout pour mon top 6 de mes meilleures lectures du premier semestre 2025. C'est majoritairement des nouveautés. Après, comme je l'ai dit, il y en a 2 que j'ai empruntées à mon book club, donc j'ai pas non plus acheté 1 million de livres, mais disons que j'aimerais quand même freiner mes achats littéraires. Bien sûr, c'était assez dur de n'en choisir que 6. Donc en vrac, j'ai aussi adoré côté graphique les tomes de Spy Family que j'ai pu lire, les premiers tomes d'Hilda que j'ai enfin pris le temps de découvrir, Génération Loup qui m'a fait retomber en enfance et Maury, une très jolie découverte aux aquarelles magnifiques. Et côté roman, le récit de la Tresse m'a beaucoup touchée et L'île du crâne d'Anthony Horowitz m'a agréablement surprise. Mais avant de vous quitter, j'avais envie de faire un petit point statistique. Ouais, je sais très bien comment faire fuir mon audience. D'ailleurs, c'est juste pour partager. C'est pas pour que vous vous compariez. Si vous avez lu plus, je suis super contente pour vous et j'espère que toutes vos lectures ont su vous transporter autant que les miennes. Et si vous avez lu moins, idem. Donc entre janvier et juin, j'ai lu 37 livres. Je m'étais fixé un objectif annuel de 25 livres sur Goodreads, mais c'était vraiment histoire de mettre un truc. Donc comme on est en 2025, j'ai mis 25 livres. Je sais pas si en 2080, je saurais me complaire avec ma routine d'aujourd'hui, mais bon. Et sur ces 37 livres lus, il y en a 19 qui ont été écrits par des femmes, soit à peu près 51%, soit une très légère majorité d'autrices. Même si je m'attendais à plus, mais en fait, j'ai lu pas mal de suites de graphiques écrits par des hommes, du coup forcément ça fausse un peu. Mais si on compte chaque auteur, autrice qu'une seule fois, on obtient environ 61% d'autrices. Et perso, je suis assez contente de voir un tel résultat. Bon après, je lis principalement de la jeunesse, et en jeunesse, on a plus d'autrices que d'auteurs. Mais c'est cool quand même. Je n'ai DNF que 2 livres depuis le début d'année. Je n'avais vraiment pas envie de me forcer / perdre mon temps à lire quelque chose que je pressentais déjà au bout d'une centaine de pages comme ayant bien peu de chances de me plaire. Donc le plus simple, c'est de refermer le livre, des fois c'est juste pas le moment. Sur les 37 livres terminés, je n'ai eu qu'une déception, donc on est sur un quasi perfect dans mes choix de lecture. Alors je n'ai pas lu que des romans, j'ai lu un essai et pas mal de graphiques. Genre ça représente quasiment un quart de mes lectures. En fait, je ponctue souvent mes périodes de lecture en lisant des romans graphiques, des bandes dessinées, des mangas, etc. pour justement un peu souffler et varier aussi entre 2 pavés et aussi parce que j'aime tout simplement ça. Voilà, ce 3e épisode touche à sa fin. Merci d'avoir écouté jusqu'ici. J'espère que vos lectures de ce premier semestre vous ont autant réjoui que les miennes. En attendant, moi je vous souhaite de chouettes lectures et à très bientôt.